Bon alors, pourquoi j'ai mis un bébé? Parce qu'il paraît qu'il y a deux choses qui cassent Internet, c'est les bébés et les chatons. Donc je me suis dit qu'on allait commencer par ça. Mais surtout parce qu'en fait, June, c'est une marque qui fait du family care en lançant des produits pour bébés. Alors je ne suis pas là pour vous parler que de June, je suis là pour vous parler de comment on va consommer en 2084, même si j'ai envie de dire 2083. Et on va parler des marques qui sont très basées sur la valeur, qu'on retrouve évidemment chez nous, mais dans tout notre écosystème. Alors notre écosystème, on va en parler. Beaucoup de startups présentes ici et en dehors des murs du 104 sont des startups qui sont très tech. Ça va être du SaaS, du service, de la finance. Et donc en gros, des startups pour qui la tech est le vecteur numéro 1 de croissance. Son principal atout, c'est la scalabilité. La scalabilité qui est rendue possible, facile et surtout capitalistiquement très excitante pour les investisseurs, parce que si vous êtes très très nombreux à utiliser une appli, on n'a pas besoin d'ouvrir plein d'usines. Alors, je vais vous inviter à regarder votre téléphone. Prenez votre téléphone, vous ne faites pas prier, hein, vous devez avoir 2-3 notifications qui traînent et vous avez envie de les regarder. Et donc, dans vos téléphones tout de suite, vous avez certainement l'appli Airbnb, l'appli d'Instagram, l'appli de Slack. On est une communauté d'entrepreneurs, normalement vous devez avoir Slack. Combien d'applis vous utilisez aujourd'hui qui n'existaient pas il y a 1 an, il y a 3 ans, il y a 5 ans? Et bien, ces applis-là, elles ont réussi à scaler à vitesse grand V dans notre écosystème. Certaines sont même nées dans cet écosystème ici à Paris, justement grâce à ce potentiel très fort que donne la technologie. Ça, on connaît tout ça très bien. Et alors, je vais vous demander de regarder au-delà du téléphone. Parce qu'en fait, dans la main qui a le téléphone, vous avez à côté une montre. Si vous êtes fan d'Instagram, vous avez certainement une Cluse ou une Daniel Wellington. Vous avez un pull qui vient de chez Asphalt, une robe qui vient de chez Cézanne, des lunettes qui viennent de chez Sensei. Ce matin, quand vous êtes préparé, vous avez mis des produits glossiers en sortant de draps, bonsoir, en vous levant de votre lit Teddybear. Bref, toutes ces marques ultra digitales qui sont vraiment très direct to consumer et qui font un petit peu la même chose je suis désolée, j'ai zappé mes slides de passage, et qui font exactement la même chose que ces très grandes marques. C'est-à-dire qu'elles utilisent la data pour vous amener des produits sympas. Ces jeunes marques, toutes petites, qui commencent à prendre beaucoup plus d'essor, eh ben, elles challengent des marques vraiment historiques, des marques très connues, des marques avec une brand equity qui était réputée complètement incassable, tellement incassable que on a une petite boîte comme Dollar Shave Club aux États-Unis qui a pris 7% de part de marché à Gillette en 5 ans. Et ces jeunes marques consumer product font un petit peu la même chose que les grosses marques, les grosses applis que je vous citais avant, qui font du produit, mais qui n'est pas du produit de consommation. On utilise au maximum la data, la tech, pour créer de l'innovation, pour shorter les contraintes, les canaux de distribution, avoir un meilleur accès avec le consommateur. C'est grosso modo le digital au service du retail roi. Cette innovation digitale, évidemment, c'est cool. Chez June, on le fait aussi. La question, c'est plus, est-ce que ça, ce sera suffisant pour consommer en 2084 ? Eh bien, 2084, c'est là où je vais vous mettre sur la notion des valeurs. June, au départ, et la raison pour laquelle j'ai fondé cette boîte, c'est une raison 100% liée aux valeurs et qui est aussi liée à l'échec de ma boîte d'avant. Le constat, il était très très clair. On avait une communauté de parents qui étaient vraiment angoissés par les produits qu'ils utilisaient pour leurs nourrissons, parce qu'il n'y avait pas d'informations sur les fabrications, les compositions, et que faire un choix pour quelqu'un d'autre que soi, c'est beaucoup plus engageant et beaucoup plus anxiogène. En même temps, les industriels, pendant des années, ont voulu faire de la consommation de masse. Et pour faire de la consommation de masse, ils ont fait ça dans l'opacité. Ils ont fait du quick and dirty. Et très souvent, ils se sont arrêtés à ça. C'était sans compter l'essor du digital. Alors, on parle énormément de data. On parle de la data que Google garde, que Facebook garde, que Amazon garde, pour vous proposer des produits qui vous correspondent mieux. Ça, c'est la data que vous donnez invisiblement. Mais il y a aussi la data qu'on reçoit. Parce que l'essor de cette data, c'est aussi les infos en continu que désormais on va recevoir. C'est des infos qui ne seront pas forcément qualifiées, des infos qui ne seront pas forcément bonnes, ça peut même parfois être des fake news, mais surtout c'est sans censure.
Et c'est l'application au niveau mondial du premier amendement américain qui garantit la liberté d'expression. Et ce n'est pas un hasard si la plupart des réseaux sociaux qu'on utilise aujourd'hui, qui nous permettent de véhiculer absolument toute l'information qu'on veut, sont des réseaux qui sont nés aux États-Unis. En premier, je dirais Twitter, qui est un des énormes vecteurs de rassemblement, notamment sur des projets un peu militants. Cette data qu'on reçoit, je pense que dans les années à venir, c'est vraiment ça qui va changer la donne. Pour une raison simple, c'est que recevoir toute cette information, ça va mettre fin à l'opacité, ça va mettre fin au marketing segmenté, parce que d'un seul coup, tous les consommateurs voient tout de suite et ont accès à cette information-là, chose qui n'était pas là et qui n'était pas le cas avant. Ça crée des attentes forcément plus fortes de la part des consommateurs envers les marques, mais ça crée aussi encore plus d'insatisfaction par rapport aux marques qui étaient là avant et qui, elles, ont dû faire face à 1, 2, 3 scandales, des ballons de football fabriqués pour 20 centimes de l'heure à l'autre bout du monde, des caméras de cache investigation qui viennent et qui révèlent des secrets, des effondrements d'usines. Et bien, toute cette data qui maintenant nous permet de voir comment on consomme en instantané, amène quelque chose qui, jusque-là, était réservé à des gens qui étaient dans des associations ultra militantes, alors que maintenant, le consommateur, il peut militer depuis un tweet sur son canapé. Et ça l'amène à réfléchir au fait qu'il va consommer en pleine conscience. Alors, je suis d'accord que c'est une formulation, on parle toujours d'habitude de méditation en pleine conscience, mais la consommation en pleine conscience, c'est le fait d'arriver à acheter un produit, pas parce qu'il est cool, pas parce qu'il est bien packagé, mais parce que les valeurs qui vont avec ce produit sont alignées avec votre valeur. On n'est plus là en train d'acheter un produit parce qu'il y avait une fille jolie sur une pub, on va acheter un produit parce que ça correspond à la façon dont on veut s'installer dans le monde demain. Alors, je vais vous parler d'un truc. Pas plus tard qu'il y a 10 jours, on a été convoqués, tous les fabricants de couches et les distributeurs de couches, à l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire, enfin je ne sais plus exactement, mais un gros organisme d'État public, qui grosso modo a démontré que la plupart des autres couches sur le marché n'étaient pas forcément assez saines et comportaient des produits cancérigènes. Il y a 1 an et demi, quand nous, on s'est lancé, on a lancé la marque justement pour ça, pour élever les standards du marché, parce que le standard, il était quasiment inexistant. On a été la première boîte au monde, ça paraît complètement surréaliste, mais c'est le cas, à publier les analyses toxicologiques de nos produits. Pourquoi? Parce que dans cette industrie-là, qui tourne un peu en roue libre depuis 50 ans, où on applique le statu quo un peu non-stop, personne n'avait challengé l'absence de réglementation, personne n'avait challengé la vérité de ce qu'on avait dit aux gens. Et donc, finalement, la vérité que nous, on a mise à disposition du consommateur, c'est une vérité qui aujourd'hui est reprise dans la presse et qui nous a amené à discuter avec pas mal de gens, notamment le ministre de l'économie et de la santé la semaine dernière, sur comment on peut faire des produits meilleurs. L'autre valeur chez Jun qui est hyper importante, ça paraît bête, mais c'est l'amour et le fait de se dire que le cercle économique, c'est quelque chose qui doit être vertueux. Alors, je sais, j'arrive, je suis une fille, je vous raconte que j'ai une boîte qui fait des produits pour bébés, je vous parle d'un cercle économique vertueux. Je vous rassure, à la fin, vous allez vous dire « Ah ouais, quand même, promis ». Ce qui est intéressant, c'est de se dire que ce cercle économique vertueux, ce capitaliste complètement holistique et raisonné, c'est quelque chose qui fait qu'on fait des produits qui correspondent aux consommateurs et qui donc crée une espèce de cercle plein d'amour qui fait que derrière, le consommateur va être content. Je vais vous prendre un contre-exemple. Le bio avait le vent en poupe dans les années 90. Moi, mes parents sont des anciens écologistes qui m'ont fait manger du bio depuis que j'ai 8 ans. Je peux vous dire que le bio, à l'époque, ce n'était pas du tout le bio d'aujourd'hui. Le bio, c'est devenu mainstream à partir de 2002 parce que le ministère de l'Agriculture américaine a pris position. Ça, c'était un des premiers ministères à prendre position pour l'agriculture bio. Et aujourd'hui, maintenant, le bio, ça peut venir du Pérou. C'est des standards qui, parfois, ont été vachement baissés par rapport à ce qui pouvait être avant. On trouve ça dans des grandes surfaces pour lesquelles finalement on n'a pas des habitudes de consommation similaires. Et ce qui amène le consommateur à douter à nouveau et à se poser la question, mais finalement, je préfère le local au bio, parce que le local, même si je ne vais pas voir où est-ce que mon petit fabricant, mon petit producteur de champignons en Île-de-France fait pousser ses champignons, psychologiquement, on a l'impression qu'on pourrait le voir, donc on a plus confiance.
Alors, je crois qu'on connaît tous cette phrase, que moi j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous la voyez. Les seules personnes qui croient dans la croissance infinie, dans un monde fini, c'est les fous et les économistes. Eh bien, moi je pense que la croissance, elle peut être infinie, si et seulement si elle est vertueuse. C'est donc si elle est transparente. Pour moi, la transparence, c'est le bio de demain, c'est donner un accès direct, illimité et vrai aux informations sur les produits qu'on va consommer, au processus de fabrication pour des consommateurs qui ont envie d'être consciencieux dans leur acte d'achat. Et à partir du moment où on a un consommateur qui est consciencieux dans son acte d'achat, donc qui réfléchit, forcément, on a une industrie qui est plus vertueuse. Parce que l'industrie, c'est ce qui est en train de se passer dans notre industrie de la couche, c'est quand on se retrouve autour d'une table avec les grands géants du marché qui d'un seul coup disent « Ok, nous aussi, on va publier nos analyses toxicologiques », c'est un tout petit pas, mais c'est un premier pas vers une industrie qui sera plus vertueuse. Et ça démontre quelque chose qui, pour moi, est hyper intéressant, c'est qu'on va arrêter d'opposer la durabilité et la scalabilité, et on va arrêter d'opposer le capitalisme avec le respect de la planète. On peut scaler en respectant l'humain si on scale vers la transparence. Alors la transparence, ça c'est les 17 objectifs de développement durable qu'a établi l'ONU en 2015. Et la transparence permet à lui seul de valider 3 des 17 objectifs de l'ONU. La transparence, ça résout ces 3 sujets-là. Ça résout la bonne santé et le bien-être, puisque forcément on est obligé de faire des produits qui sont bons pour les gens, puisque les gens s'intéressent à ce qu'ils achètent. On est obligé derrière de faire un travail décent et une croissance économique raisonnée, parce qu'on est obligé de croître pour avoir une entreprise qui fonctionne, et en même temps de le faire bien avec des salariés qui sont heureux. Et derrière, une consommation et une production responsable. Et ces 3 petits points-là, on estime que si on arrive à faire les 17 points, on gagne 380 millions d'emplois. 380 millions d'emplois, estimation de l'ONU d'ici 2030. Si on fait que ces 3-là, c'est-à-dire si on applique à l'industrie dans son intégralité des principes de transparence extrêmement exigeants, ça fait 67 millions d'emplois créés d'ici 2030. Alors, je vous disais que pour casser Internet, il fallait un chaton et un bébé, donc je vous ai mis les deux. Parce qu'au-delà du côté très cute et très mignon, chez Joon, ce qu'on défend, c'est ce cercle économique vertueux. Alors, on fabrique un produit sans compromis. On se dit, on fabrique un produit sain, absolument sain, hyper transparent, on donne toutes les informations. Au-delà de ça, on fabrique ce produit en France avec un partenaire français qui paye ses impôts en France et qui participe au rayonnement global, local, régional. Derrière, on les vend directement à des clients qui sont heureux de consommer des bons produits et qui, derrière, forcément, communiquent beaucoup avec d'autres clients. En même temps, on fait ça avec une équipe qui est hyper soudée, qui est hyper positive et qui est très heureuse de travailler pour la défense des valeurs. Et surtout, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que Joon, ce n'est pas une petite assoce. On est une start-up avec une croissance à 2 chiffres depuis 18 mois, et on est aujourd'hui une des plus belles et une des plus secrètes équations économiques qui soit sur le marché. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on peut démontrer qu'on peut être vertueux et scalable, qu'on peut être vertueux et économiquement intéressant et important dans une industrie. C'est un petit peu la double menace, chaton-bébé, c'est le capitalisme et la vertu. On a souvent tendance à opposer les deux. Je suis intimement convaincue du fait que l'avenir du produit, ça va passer par une scalabilité qui est éco-responsable. Et ça ne veut pas dire qu'on ne fera plus d'argent, ça veut juste dire qu'on fera de l'argent d'une meilleure manière et qui va nous permettre d'avoir un impact positif sur le monde et sur l'économie. Merci.